Bienvenue, aujourd'hui on se lance dans une sorte d'enquête. Une enquête, oui. Le mystère à résoudre, c'est comment notre cerveau, cette machine d'à peine 1,5 kg, Mhm. comment il réussit l'exploit de passer de l'ignorance la plus totale à, disons, la maîtrise de la physique ou de la poésie. C'est la grande question. Et pour nous guider, on a un indice de taille, le livre de Stanislas Dehaene, Une idée dans la tête. On va suivre les pistes qu'il nous donne, de la vie du fœtus jusqu'au plus profond de nos nuits, pour essayer de craquer le code de l'apprentissage. Exactement. Et un premier fait, assez troublant d'ailleurs, notre tout premier apprentissage aurait commencé bien avant notre naissance. C'est un excellent point de départ, parce que ça nous plonge directement au cœur du sujet. Daen, c'est vraiment un des grands explorateurs du cerveau. Ah oui? Et ce livre, c'est un peu sa carte du territoire. Notre but ici, c'est de l'utiliser pour trouver les mécanismes les plus surprenants et puis aussi les plus utiles. Pour qu'on puisse les appliquer. Voilà. L'idée, c'est de repartir avec quelques clés pour mieux faire fonctionner notre propre machine à apprendre. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est presque un manuel d'utilisateur. Un manuel d'utilisateur, j'aime bien l'idée. Alors, si on commence par le matériel, le hardware si on veut, il y a un mot qui revient tout le temps, la plasticité. La plasticité cérébrale, oui. Le livre raconte une histoire complètement dingue, celle de Nico. Ah oui, l'histoire de Nico. C'est un jeune homme qui, à 3 ans, a dû subir une ablation de tout son hémisphère droit à cause d'une épilepsie très sévère. On s'attendrait à un désastre? Exactement. Mais des années plus tard, il est devenu un excellent peintre et escrimeur. C'est juste bluffant, cette capacité du cerveau à se À se recabler? recabler lui-même, c'est ça. Carrément. Et ce qu'on appelle la plasticité, scientifiquement, c'est exactement ça. Les connexions entre nos neurones, les synapses, elles ne sont pas fixes. D'accord. Elles se créent, se renforcent, s'affaiblissent, parfois disparaissent, en permanence, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend. C'est un câblage en constante redéfinition. Ce qui est faux avec Nico, c'est que ça met un sacré coup à un mythe qu'on entend partout. Le mythe du cerveau gauche, cerveau droit. Oui, cerveau gauche pour les maths, la logique, et le cerveau droit pour l'art, la créativité. Nico est un artiste avec seulement son hémisphère gauche. Et c'est une des leçons les plus importantes de ces dernières décennies en neurosciences. Cette division si simpliste est un neuromythe. Un neuromythe. En réalité, la plupart des fonctions complexes, comme le langage ou la créativité, mobilisent des réseaux dans les deux hémisphères. L'histoire de Nico prouve de manière spectaculaire que si une partie du cerveau est lésée très tôt, l'autre peut. Elle peut prendre le relais. Elle peut reprendre à son compte des fonctions qui ne lui étaient pas initialement dévolues. C'est vraiment la plasticité en pleine action. On dit toujours que les enfants apprennent plus vite, que leur cerveau est une éponge. Est-ce que c'est juste une image ou est-ce que biologiquement leur cerveau est vraiment différent à ce moment-là? C'est bien plus qu'une métaphore. Il y a une différence biologique fondamentale. Le cerveau de l'enfant est dans un état d'hyperplasticité. D'accord. Il est littéralement inondé de facteurs de croissance qui favorisent la création de nouvelles connexions. C'est d'ailleurs pour ça que notre espèce a une enfance si longue par rapport aux autres animaux. C'est une fenêtre de tir en fait. C'est une période prolongée de malléabilité cérébrale maximale. Et l'invention de l'école, au fond, ce n'est rien d'autre qu'une institution conçue pour exploiter au mieux cette fenêtre biologique. D'accord, donc cette plasticité est à son maximum pendant l'enfance, ou est-ce qu'on peut la voir à l'œuvre chez absolument tout le monde? J'imagine que le premier test grandeur nature, c'est l'apprentissage du langage. C'est le premier apprentissage massif, en effet. Et comme vous le disiez au début, ça commence de façon surprenante. Le livre rapporte que dès le 6e mois de grossesse, le fœtus entend. Il entend. Pas les mots, bien sûr, les hautes fréquences sont filtrées par le liquide amniotique, mais il perçoit parfaitement la musique, la prosodie, la mélodie de la langue de sa mère. Franchement, ça paraît presque de la science-fiction, un fœtus qui apprend déjà. Mais comment peut-on être sûr que ce n'est pas juste du bruit pour lui? Comment on prouve une chose pareille? C'est une excellente question, et l'expérience imaginée pour le prouver est géniale. C'est Ghislaine Dehaene et Lamberts qui a conçu une tétine spéciale connectée à un ordinateur. Une tétine? Oui. Quelques heures seulement après leur naissance, on a fait écouter à des bébés français des phrases en français, puis en russe. La tétine enregistrait la vigueur de leur succion. Et alors? Le résultat est sans appel. Les bébés étaient beaucoup plus forts pour entendre du français. Incroyable. Cette simple réaction montrait une préférence et donc une familiarité acquise in utero. C'est fou. Donc en naissant, on connaît déjà la chanson de notre langue maternelle. Mais il y a un autre truc encore plus dingue. À ce moment-là, on est capable de comprendre toutes les langues du monde.
En tout cas de distinguer tous les sons de toutes les langues du monde. À la naissance, le cerveau d'un bébé est une machine universelle à décoder les phonèmes. Une machine universelle. Un nouveau-né japonais, par exemple, fait parfaitement la distinction entre le son ra et le son la. Ce que les adultes japonais ont du mal à faire. Exactement. Mais comme cette distinction n'existe pas en japonais, au bout de quelques mois, à force de n'entendre que du japonais, son cerveau va désapprendre à faire la différence. Il se spécialise. Il désapprend. C'est contre-intuitif. On pense toujours que l'apprentissage, c'est ajouter des choses. Mais là, c'est en enlever. Exactement. Apprendre une langue, dans la première année de vie, c'est en grande partie un processus d'élagage. Délagage. Le cerveau coupe les connexions qui ne servent à rien dans son environnement sonore pour renforcer celles qui sont utiles. Il devient un expert de sa langue maternelle au prix de sa capacité à être un auditeur universel. Le cerveau est donc pré-câblé pour la parole. Mais la lecture, c'est une autre histoire. C'est une invention culturelle récente, quelques milliers d'années à peine. Une fraction de seconde à l'échelle de l'évolution. Voilà. Comment le cerveau se débrouille-t-il avec cette tâche pour laquelle il n'a pas été conçu? Dehaene parle de recyclage neuronal. C'est le concept clé. Attendez, ça veut dire que pour apprendre à lire, notre cerveau ne crée pas un module de lecture à partir de rien. Il pirate un autre programme qui tournait déjà. C'est exactement ça. C'est une excellente image. C'est un hack en quelque sorte. Le cerveau est incroyablement pragmatique. Il ne peut pas faire pousser une nouvelle région. D'accord. Alors il regarde ce qu'il a en stock. Pour la lecture, il a besoin de reconnaître des petites formes visuelles complexes, avec des lignes, des courbes, des jonctions. Et il se trouve qu'il possède déjà une région très performante pour ça dans le cortex visuel, celle qui sert à reconnaître les objets et surtout les visages. Et donc il la détourne de sa fonction initiale. Précisément. Une partie de cette zone va progressivement se spécialiser pour reconnaître les lettres et les mots. Dehaene l'appelle joliment la boîte aux lettres du cerveau. La boîte aux lettres du cerveau. Elle apprend à identifier quasi instantanément des chaînes de caractères. Et ce recyclage est si profond qu'on le voit physiquement sur les scanners cérébraux en comparant des personnes alphabétisées et des personnes analphabètes. Ce qui est fascinant, c'est l'effet domino. Ce recyclage ne change pas seulement notre façon de voir, il change aussi notre façon d'entendre. Comment ça? Apprendre à lire nous donne une conscience aiguë des briques sonores de notre langue, les phonèmes. C'est ce qui nous permet de comprendre les rimes ou de s'amuser avec des jeux de mots comme les contrepétries. Ah oui, qui consiste à inverser des phonèmes. C'est ça. Une personne qui ne sait pas lire a conscience des syllabes, mais beaucoup moins de ses sons élémentaires. Et cette idée de recyclage, de compétition pour l'espace neuronal, c'est aussi la meilleure réponse au mythe tenace. C'est lui des 10% du cerveau. Exactement. Le mythe selon lequel on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. C'est faux, donc. C'est complètement faux. On utilise 100% de notre cerveau, mais les neurones sont une ressource limitée et précieuse. L'apprentissage, c'est une bataille pour ce qu'on pourrait appeler l'immobilier neuronal. J'aime bien cette expression. Quand on apprend à lire, la zone qui se spécialise dans les lettres devient en contrepartie un tout petit peu moins efficace pour reconnaître les visages. C'est un arbitrage. Toute cette réorganisation, ce recablage, ça doit être un travail de fond colossal pour le cerveau. J'imagine que c'est là qu'un de nos comportements les plus basiques entre en jeu. Le sommeil. Absolument. Alors, le grand mythe de l'étudiant qui met ses cours en podcast pour la nuit, on oublie définitivement. On oublie complètement. Non, on n'apprend pas de nouvelles informations en dormant. Le cerveau est en grande partie déconnecté du monde extérieur. D'accord. En revanche, le sommeil est absolument crucial pour consolider ce qu'on a appris pendant la journée. C'est le moment où le cerveau fait le tri, range et grave les informations importantes dans la mémoire à long terme. Comment ça marche concrètement ce rangement nocturne? Le mécanisme principal, c'est ce qu'on appelle le replay neuronal. Le replay. Imaginez que pendant la journée, une structure nommée l'hippocampe agit comme la mémoire vive de votre ordinateur. La RAM. La RAM, voilà, elle stocke temporairement les événements. Pendant le sommeil profond, l'hippocampe dialogue avec le cortex, qui est notre disque dur. Il rejoue en accéléré, parfois 20 fois plus vite, les moments clés de la journée. 20 fois plus vite. Oui, c'est comme s'il envoyait des fichiers compressés de souvenirs au cortex pour un stockage permanent. Sans ce dialogue nocturne, la plupart de ce qu'on a appris ou vécu dans la journée s'efface. C'est l'expérience classique de l'étudiant qui passe une nuit blanche à réviser. Sur le moment, on a l'impression de tout savoir, et le lendemain, à l'examen, C'est le trou noir. c'est le trou noir. C'est exactement ça. La connaissance était dans la mémoire vive, mais elle n'a jamais été sauvegardée sur le disque dur. Mais attention, le sommeil fait plus que sauvegarder, il restructure.
C'est-à-dire? Il y a cette fameuse anecdote du chimiste Kekulé qui cherchait la structure de la molécule de benzène. Ah oui. Il aurait trouvé la solution en rêvant d'un serpent qui se mord la queue, ce qui lui a donné l'idée d'une structure en anneau. Donc non seulement on sauvegarde, mais en plus le cerveau en profite pour faire du tri et trouver des idées nouvelles. Oui, le sommeil est un formidable créateur de sens. En rejoignant les souvenirs, le cerveau ne fait pas que les copier. Il les compare, les connecte, extrait des régularités, des règles cachées. Il trouve des raccourcis. C'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil. Exactement. On se réveille souvent avec une vision plus claire d'un problème. Parce que le cerveau a travaillé dessus en arrière-plan, sans le bruit de la conscience. D'accord. Si on essaye de rassembler toutes les pièces de ce puzzle, on a des pistes très concrètes pour mieux apprendre. Le premier truc qui me frappe, c'est l'attention. C'est la base. On connaît tous cette expérience du gorille invisible où on est tellement concentré à compter des passes de basket qu'on ne voit pas une personne déguisée en gorille traverser l'écran. C'est humiliant et fascinant à la fois. C'est la porte d'entrée de tout apprentissage. S'il n'y a pas d'attention, le signal n'entre même pas dans le système. Et le cerveau est radicalement monotâche. On n'est pas multitâche. Non. Quand on a l'impression de faire plusieurs choses à la fois, en réalité, notre attention bascule très rapidement de l'une à l'autre, et on est beaucoup moins efficace sur chacune. Donc le premier pilier, c'est de se consacrer à une seule chose. Mais l'attention seule ne suffit pas. Il faut ce que DAN appelle l'engagement actif. Ça me fait penser à ce qu'on disait sur la lecture. On ne peut pas juste regarder passivement les lettres. C'est ça. Un cerveau passif n'apprend pas. C'est la grande faiblesse du cours magistral traditionnel. On a l'illusion de comprendre, mais la connaissance ne s'ancre pas. D'accord. L'apprentissage se produit quand le cerveau est actif, quand il essaye de prédire, de se tester, de résoudre un exercice, de formuler une question. C'est dans cet effort que les circuits neuronaux se modifient. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier, qui est sans doute le plus important, le retour sur erreur. Ah, fondamental. Quand un enfant déchiffre un mot travers, quand on se trompe dans un calcul, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute, c'est une information. C'est le signal le plus précieux que le cerveau puisse recevoir. Chaque erreur est un message qui dit « Attention, ton modèle du monde est incorrect, il faut l'ajuster ». C'est un GPS qui recalcule l'itinéraire. C'est une super image. Apprendre, c'est comme un archer qui ajuste sa visée après chaque flèche. La flèche qui manque sa cible n'est pas un échec. C'est une donnée qui permet de corriger le tir suivant. Donc, il faut corriger, mais jamais punir. Jamais. La punition crée de la peur, et la peur bloque l'apprentissage. Et j'imagine que tout ça, l'attention, l'engagement, la correction d'erreurs, ça ne fonctionne que si on a le bon état d'esprit. Ah oui, Si on se dit, de toute façon, je suis nul en maths, on n'essaye même pas de comprendre son erreur. c'est le socle de tout le reste. La chercheuse Carol Dweck a montré la différence entre deux mentalités. Lesquels? La mentalité fixiste, qui est de croire que nos capacités sont innées et figées. Je suis bon à ça, mauvais à ça, point final. Et puis la mentalité progressiste, de croissance, qui est de croire que nos capacités se développent par l'effort, la stratégie. La persévérance. La persévérance, voilà. La première est une prophétie autoréalisatrice qui mène à l'échec. La seconde, c'est le carburant de l'apprentissage. Pour conclure cette exploration, ce qui est fou, c'est de réaliser que cette machine, d'une plasticité incroyable, qui commence à apprendre avant la naissance, qui se réorganise pour lire, qui consolide ses savoirs la nuit, On l'a tous. on l'a tous, entre les deux oreilles, et on peut agir dessus. Comprendre son fonctionnement, ce n'est pas juste de la culture générale, c'est vraiment la première étape pour libérer un potentiel immense. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. À notre époque, on déploie une énergie et des ressources colossales pour créer des intelligences artificielles qui tentent d'imiter le cerveau humain. Hmm. Mais le plus grand défi, finalement, ne serait-il pas que chaque être humain apprenne enfin à se servir au mieux de l'extraordinaire machine qu'il possède déjà ?